Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Soar NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des Brooklyn Nets. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Soar NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Soar NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est le récap où l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Soar NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir et aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Les Brooklyn Nets qui terminent à une 12e place de la conférence Est, en dehors donc du play-in et des playoffs. Bon, c'est un classement finalement assez haut par rapport aux attentes qu'on avait sur cette équipe la saison dernière. Il y a eu surtout un très bon début de saison avec l'arrivée du nouveau coach Jordi Hernandez qui a proposé de très belles choses avec quand même un effectif limité. Il a réussi à surprendre quand même pas mal d'équipes sur le début de la saison, mais bon, à un moment donné, il y a eu quand même une prise de conscience et sûrement le GM qui a dû toquer à la porte du coach pour lui dire mon gars, on est là pour jouer la draft, on n'est pas là tout de suite pour faire des performances. Donc c'est vraiment une équipe finalement assez surprenante. Alors on voit quand même que l'attaque, c'est là où blesse, 29e attaque, donc c'est vraiment catastrophique. Par contre, une défense qui a réussi à s'en sortir pas si mal que ça, on est en ayant une belle 11e place. Et donc avec ce gros différentiel, on est dans les pires net rating de la ligue avec une 25e place. Si on regarde après au niveau des stats d'équipe en détail, on peut voir en fait qu'on est vraiment bas de plafond, avec des assises, beaucoup de turnover, des blocs. En termes de défense, ça a été un gros point faible avec une 29e place. Alors c'est un peu compensé avec le rebond offensif, 18e place. Après, on voit que comme on est sur une des pires attaques de la ligue, en termes de pourcentage de réussite, voilà, on est vraiment tout au fond du classement de la NBA. D'un point de vue SOAR NBA, alors on a quand même quelques joueurs qu'on arrive à ressortir sur la saison. Donc le joueur, et c'était le joueur qu'on attendait partir avant la fin de la saison, c'est bien évidemment Cam Johnson, qui finit 77e joueur SOAR NBA. C'était vraiment le leader et le meilleur atout offensif dans cette équipe dépourvue de talent d'un point de vue offensif. Donc avec un Cam Thomas qui a été quand même sacrément abonné absent. Donc c'est lui qui a pris le lead avec le départ de Michael Bridges la saison dernière. On n'attendait qu'une chose, c'est qu'il soit échangé. Ça a été une arlésienne sur toute la saison. On en parlera un petit peu plus tard, je pense, de Cam Johnson. La promesse, alors il y a eu pas mal de rookies intéressants qui ont réussi à bien tirer leur épingle du jeu et qui ont été mis dans des bonnes conditions par le coach. Là, on va se focaliser sur celui qui a le meilleur classement sur la saison, c'est Keon Johnson, qui finit en 191e. Il a vraiment eu une progression continuelle, alors avec l'aide des blessures et des absents, mais il a réussi à s'imposer sur la fin de saison dans le 5 et à faire de belles performances pour tirer son épingle du jeu et être une pièce qui sera intéressante sur la saison prochaine. Enfin, la déception, j'ai envie de dire encore une fois du côté des Brooklyn Nets, Nick Claxton, qui finit finalement à une 117e place. On s'attend beaucoup mieux de lui, il y a vraiment beaucoup d'attentes et tout, mais il est vraiment tellement fruste sur certains matchs, tellement régulier, et on a l'impression qu'il est un peu je m'en foutiste, que de facto, les perfs ne suivent pas, il est hyper irrégulier. Alors ça peut amener de la variance, mais c'est surtout en fait en termes d'éclat et de gros cartons, ça se compte sur les doigts de la main. Et vu que c'était la seule solution viable à l'intérieur sur la saison, c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à passer un step et à s'imposer comme l'un des leaders de cet effectif des Brooklyn Nets. D'un point de vue statistique, équipe dans Soar NBA, en termes de PSO marqué, ça suit la continuité de la pire attaque, une des pires attaques de la ligue, avec le pire bilan de points marqués sur la saison. Et le fait est que la défense a été correcte sur la saison, c'est pas non plus une équipe qui a encaissé finalement énormément de points soir sur la saison, quoi, en finissant 16e, donc vraiment le milieu du milieu. Et si on regarde un peu plus en détail, en fait, c'est pas si foufou que ça retranscrit vraiment bien le travail qui a été fait sur la défense,
où finalement, bah, c'était pas un spot si évident que ça et qu'on pensait être open bar en début de saison dernière, où en fait, bah, ça a réussi à se défendre plutôt correctement, quoi. Donc, c'était vraiment pas un bon choix de match-up de prendre les Brooklyn Nets sur la saison dernière, quoi. Donc, c'est à retranscrire vraiment les stats qu'on a pu voir d'un côté NBA dans Soir. Après tous ces éléments, on va maintenant parler du roster. Le roster, on commence tout de suite par le gros move de cet été pour les Brooklyn Nets et un des plus gros transferts de l'intersaison. C'est l'échange entre Cam Johnson et Michael Porter Jr. Enfin, Cam Johnson est libéré de la prison Brooklyn. Il a vraiment fait de bons et loyaux services dans cet effectif. Et il est enfin récompensé par un club où il pourrait en fait apporter un plus à Denver dans la quête d'un nouveau titre la saison prochaine. En revanche, bah, pour Michael Porter Jr., malheureusement la saison dernière où il a été miné par des problèmes extrasportifs et par une santé et une épaule qui a énormément grincé, c'est un peu la soupe à la grimace. On va voir un peu comment va se passer son intégration dans cet effectif. Mais un gros scoreur dans une équipe aussi faible en attaque que sont les Brooklyn Nets, ça peut ne faire que du bien et ça peut annoncer de très gros cartons. Mais on en reparlera plus tard. Après, il y a eu des petits ajouts. Alors, un petit Terrence Mann, un Haywood Highsmith, un Kobe Buffkin. Alors, Haywood Highsmith, c'est un petit chouchou, un double H, qui a fait de très belles choses à Miami. Je suis très curieux de savoir comment va se passer sa saison à Brooklyn dans un effectif beaucoup plus disparate et avec moins de talent. Donc on va observer ça d'un bon oeil. Et enfin, du côté départ, c'est Maxwell Lewis, Tosan Evbuwam et Keon Johnson, étonnamment, qui a été vraiment coupé là dernièrement, qui avait vraiment fait du bon taf sur l'arrière-garde des Brooklyn Nets et qui là est coupé comme ça juste avant le début de saison. C'est vraiment dommage parce que c'était vraiment un rookie qui avait présenté de belles choses. Un peu surprenant vu le manque de profondeur et de talent en attaque. Bon, de toute façon, après on parle des Brooklyn Nets, hein, donc on verra bien. On arrive dans la catégorie préférée de nos amis les Brooklyn Nets, les rookies. Cette année, 5 premiers tours de draft ont été faits par Brooklyn. On commence par le premier, et là c'est une surprise, Egor Denim, qui est un point de garde en 8e choix. Alors il a été sélectionné très haut pour la plupart des scouts qui ont préparé cette draft. Il est un meneur avec un profil d'ailier, il fait plus de 2 mètres, il a une envergure de 2,09 m. Donc cet avantage de taille lui donne un bénéfice certain vis-à-vis des joueurs qui jouent en face de lui sur son poste. Il a quand même une très bonne capacité à distribuer le ballon et à créer du jeu de fait de son avantage physique. Et de facto, en défense, il a l'avantage physique face à son adversaire. Il a une capacité en plus de finition près du cercle, d'attaque du cercle, et d'improviser pour essayer de débloquer une situation, de débloquer une attaque. En revanche, les points faibles qu'on a à ce niveau-là, c'est que son shoot à 3 points est encore un peu, faible, il n'est pas très fiable, il a beaucoup de choses à retravailler sur ce point-là pour devenir une vraie menace sur l'extérieur. Il perd trop souvent le ballon, il a vraiment un manque d'exécution sur son passing, donc ça va créer sûrement beaucoup de pertes de balles dans l'NBA. Et en plus, s'il n'a pas de ballon, en dehors du ballon, il est beaucoup moins efficace, il ne sait pas gérer encore cet aspect du jeu. Sur le deuxième choix des Brooklyn Nets, et là c'est un cocorico, c'est un peu dommage de le voir si bas, c'est Nolan Traoré, sélectionné en 19e position. Donc comparé à un Lonzo Ball, il a le plus gros avantage, on l'a vu dans les ligues françaises l'année dernière, c'est un QI basket qui est largement au-dessus de la moyenne, une très bonne vision du jeu. Il sait naturellement appliquer tout le monde dans une attaque et pouvoir improviser et aussi débloquer des situations. Il sait bien finir près du cercle, il a pas une grosse explosivité, mais il a quand même cette capacité à aller chercher des paniers sur, près du cercle. Par contre, il a encore un manque de régularité sur son shoot extérieur. Il a aussi à s'améliorer sur la défense du fait de ses capacités physiques vis-à-vis de sa taille et de sa rapidité, où en fait ça l'handicape et il doit beaucoup plus donner pour essayer de défendre. Donc il va être exposé sur des meneurs plus explosifs sur lui. Il a dans tous les cas le bagage qu'il faut techniquement et en termes d'intelligence de jeu pour réussir.
il va falloir réellement qu'il arrive à développer son shoot et sa capacité physique pour s'imposer. On va espérer, au vu des points de garde présents à Brooklyn Nets, qu'il arrive à faire son trou et qu'il puisse commencer une longue carrière NBA. Le troisième choix de cette draft pour les Brooklyn Nets, c'est Drake Powell. C'est un small forward, c'est un 22e choix. Il est comparé à quelqu'un bien connu de la maison, Royce O'Neal. Donc c'est avant tout un joueur avec un fort atout physique. Il fait quasiment 2,13 m d'envergure pour une taille de 2 mètres. Donc ça lui permet de défendre sur différents postes. Il a en plus une bonne lecture du jeu qui lui permet en fait d'anticiper l'évolution du jeu d'attaque et de créer de l'interception. En revanche, de l'autre côté du terrain, il a vraiment une panelle pauvre en termes d'offensif. Hein. Il a du mal à dribbler. Il n'a pas une bonne lecture du jeu pour la distribution côté offensif. Ses shoots se limitent vraiment à du basique sous le panneau. Donc c'est vraiment pareil parce que c'est un jeune joueur qui a 19 ans, mais il va falloir réellement qu'il développe son shooting et potentiellement son shooting extérieur pour devenir un potentiel futur free and D pour avoir en fait une place dans l'NBA. Le quatrième choix, c'est Danny Wolf, un power forward. C'est le 27e choix de la dernière draft. C'est un profil équivalent à Kelly Olynyk. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est fort au rebond et qui sait bien manier le ballon pour un intérieur. Il est capable en fait de bien distribuer le jeu et de faire vivre le ballon en phase d'attaque. Et en plus, il est capable d'avoir un bon shooting extérieur. Donc ça lui permet en fait d'avoir une certaine valeur dans une attaque s'il fait partie de l'effectif. Par contre, en zone d'ombre, il a besoin d'améliorer son physique, qui est quand même léger pour la NBA. Alors, même s'il arrive à tirer, il a avoir un petit shoot à l'extérieur, il a quand même un gros problème de constance, où les pourcentages sont encore assez douteux. Et en défense, en fait, il n'a pas réellement un profil de protecteur de cercle. Et des joueurs qui sont rapides ou qui arrivent en dehors de la raquette, il se fera dépasser automatiquement sur ces éléments-là. Donc c'est un joueur qui peut être très intéressant en sortie de banc, qui a de belles qualités, et ça peut être vraiment un bon joueur de rotation pour le futur. Enfin, le cinquième choix et le 26e choix donc, de cette dernière draft, Ben Saraf, c'est un point de garde qui est potentiellement comparé à du Manu Ginobili, pardonnez-moi, mais c'est vraiment un énorme profil offensif qui joue actuellement encore en Allemagne. C'est un joueur international qui a vraiment une palette offensive hyper dense, avec beaucoup de créativité, une grosse capacité à scorer, notamment à mi-distance. Et en plus de ça, il a une très bonne vision du jeu. Il a quand même, en point faible, le tir à 3 points qui est encore douteux, qui doit vraiment déjà améliorer sur sa mécanique, parce qu'il ne prend pas beaucoup de shoots, et en plus il les met très peu. Il y a vraiment des choses qui vont retravailler. S'il arrive à diversifier ça, ça pourrait être vraiment une très belle surprise. Il a aussi un problème sur la prise de décision et sur la gestion de la pression, où en fait il peut un peu paniquer et être un peu trop ambitieux, et ça lui donne automatiquement des pertes de balles. Et donc avec ces éléments-là, s'il tombe sur un défenseur un peu plus rugueux physique, il risque de passer un mauvais moment. Donc c'est un pari pour le futur, un choix de fin de premier tour qui peut être vraiment intéressant, parce qu'il a la taille, il a le sens du jeu, il a un scoring vraiment déjà très développé pour son âge. Donc il a vraiment une chance réelle de devenir peut-être un style de la draft. C'est un point à surveiller et voir comment, au vu des points de garde présents à Brooklyn, ça pourrait être peut-être une petite surprise. Du côté de la depth chart, de la rotation des Brooklyn Nets, on voit que sur le poste de meneur, c'est très 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 jeune. On n'a que des rookies, Gordemi, Nohan Traoré et Ben Saraf, donc ça fait vraiment peur, parce que si aucun des rookies n'arrive à avoir la carrure d'un titulaire en NBA, ça va être très compliqué la saison. Donc d'une part, ça va être un vrai spot pour les attaquants adverses d'attaquer un de ces joueurs. Après, sur le reste, on a quand même des choses intéressantes. Cam Thomas, Michael Porter Jr. Ça propose du côté de chez Yahoo Noah Clooney et Nick Claxton. Noah Clooney qui avait fait une très bonne saison il y a 2 ans, et qui l'année dernière a eu beaucoup trop de blessures pour pouvoir remettre à nouveau des choses sur le terrain et présenter une évolution à surveiller. Après,
Après, là, quand on commence à regarder la deuxième et troisième unit, là, on commence à vraiment pâlir, où là, bah, c'est très compliqué, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est très jeune, l'effectif quasiment pas d'expérience. Ça s'annonce pas très très bien pour Brooklyn hein, quand même, parce que les rotations sont hyper courtes. Là, un des starters, un Cam Thomas, un Michael Porter Jr. qui se pète, un Nick Claxton aussi dans une moindre mesure. Et alors là, c'est une catastrophe, hein. Ça va être vraiment très compliqué. Ça sent une saison longue encore pour Brooklyn. Alors, ok, c'est dans la reconstruction post-Big Free et il y a eu cette résurgence un peu de nulle part avec les Michael Bridges et les Cam Thomas, les Cam Johnson à l'époque. Mais là, ça sent pas très bon, hein. On est vraiment, vraiment très sceptique, très dubitatif, hein, parce que Zaire Williams, Terrence Mann, c'est des joueurs qui ont que déçu ces derniers temps et ça semble pas vraiment rebondir. Jalen Winson a été une très bonne surprise l'année dernière dans les rookies et qui a réussi à prendre du temps de jeu dans le marasme de la deuxième partie de saison des Brooklyn Nets. Teron Sharp, c'est toujours un éternel espoir, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a sûrement Ewood Smith qui aura sûrement son épingle du jeu, qui va tirer son épingle du jeu parce qu'il a vraiment apporté des choses. La question est de savoir, dans un effectif aussi bordélique que Brooklyn, est-ce qu'il va réussir à rester dans ses standards et à montrer les belles choses qu'on a pu voir à Miami. On n'est vraiment pas emballé, hein, clairement. Donc c'est vraiment la soupe à la grimace. Et après, si on regarde du côté de notre 5 qu'on définit, on n'est pas très très loin. Alors, on met Noah Clooney par défaut au poste 4. Ça va vraiment être en concurrence avec Jalen Wilson, parce que ça va dépendre de l'état de santé de Noah Clooney, hein. Il avait vraiment montré qu'il pouvait être dominant sur le poste 4. Ça peut être une raquette intéressante, mais bon, c'est ultra jeune, Noah Clooney et Claxton en intérieur, hein. Et après, à côté, bon, évidemment, Cam Thomas et Michael Porter Jr., hein, donc les shooters fous, les gros scoreurs, là, c'est eux qui vont porter l'équipe à bout de bras d'un point de vue offensif. Et à la main, on partirait plus sur un Terrence Mann qui a déjà joué à ce poste-là aux Clippers. Bon, il sort vraiment d'une saison l'année dernière hyper chaotique où il s'est perdu à Atlanta en fin de saison. C'est vraiment pour pas mettre pour l'instant un rookie. Enfin, ça serait vraiment périlleux de commencer par un des rookies qu'on drafté les Nets en titulaire et Gordini, mais est-ce que ça peut vraiment être, au vu des forces et faiblesses qu'on a pu voir, le joueur qui peut être titulaire en NBA? On est encore un peu sceptique à voir. Il y aura sûrement une rotation avec beaucoup de temps de jeu bien réparti entre Nolan Traoré, Terrence Mann et Igor Dimin sur le poste de point guard, mais c'est clairement pas une assurance, hein, donc on a du mal à s'emballer sur cet effectif des Brooklyn Nets. Bon, avec toutes ces remarques, on va quand même essayer de faire des choix. Alors les choix sur les joueurs, il y a un des meilleurs choix sûrement sur ce début de saison et peut-être sur cette saison entière, c'est bien sûr Michael Porter Jr. Il arrive en sortant d'une saison où malheureusement beaucoup de problèmes physiques, une épaule qui grince et en plus des problèmes horribles en dehors du terrain. Il va arriver revanchard, pas sûr qu'il soit content de quitter une équipe des Nuggets qui était récurrent candidat au titre à aller loin. Il a vraiment les clés du camion, c'est un pétard ambulant en termes offensifs. Et alors en plus dans cette équipe, on a pu le voir en termes d'effectifs, l'offensif c'est vraiment c'est un des pires effectifs ayant un potentiel offensif sur cette ligue sur la saison prochaine. Ça va scorer, hein. Donc à voir comment ça va se répartir avec Cam Thomas. Mais bon voilà, il va arriver sûrement en étant la première option, revanchard. Ça semble être vraiment un banger absolu. Alors c'est pour ça que c'est notre choix. Et en plus, le win now, parce que le 10 de 20, titulaire indiscutable. Ça va sûrement performer du 50-60. Ça va être vraiment un massacre sur le début de saison. On a très très hâte de voir ce que ça va donner. Donc ça semble un choix évident et on enfonce vraiment des portes ouvertes en voyant tout ça. Notre pari pour la saison prochaine, on part sur Jalen Wilson, donc qui a montré quand même de belles choses la saison dernière avec les blessés, à avoir une belle opportunité de jeu, à être dans le 5 ou sur un poste 4, où il y a eu tellement de blessés que lui a pu faire sa marque et se démarquer, se faire remarquer au cours de la saison. Ça va se jouer entre lui et Noah Clooney, sûrement sur le poste de titulaire poste 4. À voir aussi comment Ewood Smith va manger
du temps de jeu sur cette répartition de poste 4, voire 3. Mais bon, il a vraiment montré les capacités. On a vu, on attend qu'il y ait une confirmation de son potentiel qu'il a montré la saison dernière. Il a en plus un scoring complet pour Sorare. Il s'est shooté à 3 points. Il sait prendre du rebond, ça. Enfin, vraiment, on peut vous regarder. Il a vraiment un scoring complet qui va être intéressant pour nous, joueurs Sorare, demain. Donc, si en plus Noah Clooney et finalement les Nets quittent le projet parce que trop de blessures, alors que c'est un joueur qui avait vraiment monté un très bon potentiel, c'est Jalen Wilson derrière qui va récupérer une grosse partie des éléments et du temps de jeu et donc des responsabilités sur ce poste 4. Enfin le dernier, le risqué, c'est Monsieur Cam Thomas. Cam Thomas qui a finalement signé à contre-cœur un mini contrat de 6 millions. Il n'a pas trouvé ses 35-40 millions dans une autre équipe. La question c'est de savoir quand est-ce qu'il va partir, hein, parce que si les Nets ont vraiment attendu le dernier moment, ils le voient pas en fait demain être le futur de la franchise avec un aussi gros tarot. Donc ça peut être encore une fois un joueur qui a un potentiel offensif monstrueux, mais ça peut très aussi bien rentrer que ne pas rentrer et être donc c'est un joueur à très grosse variance Sorare, ce qu'on recherche. Et il est capable de nous mettre des gros cartons comme en faisant des scores ras des pâquerettes. Donc ça nous semble risqué parce que jusqu'à quand il est honnête cette saison, parce qu'en plus avec un petit contrat comme ça peut intéresser un contender en sortie de banc, parce que c'est quelqu'un qui met le feu à un match. Donc ça nous semble compliqué de se positionner sur Cam Thomas sur la saison prochaine. Si on regarde d'un point de vue équipe sur Sorare NBA, les Brooklyn Nets, c'est avant toute chose donc Michael Porter Jr. qui sera le go-to guy de cette saison prochaine. Plus gros potentiel offensif, plus fiable, et ayant plus de certitude qu'à Cam Thomas. Il aura les premières options de shoot. Ça peut être un banger absolu si sa santé le laisse tranquille. Il va vraiment prouver beaucoup de choses au niveau de la ligue pour essayer d'espérer d'aller dans une plus grosse équipe, retourner chez un contender. Donc ça risque d'être vraiment la folie furieuse sur la saison prochaine, Michael Porter Jr. Les rookies, on voit qu'il y a eu beaucoup de rookies qui sont arrivés aussi cette année. Maintenant, quels vont être leur réel rôle? Il y a des places à prendre au niveau du poste de meneur. Est-ce que ça va être Igor Denim ou Nolan Traoré qui va réussir à sortir son épingle du jeu? On espère que ce sera le petit Nolan qui arrivera à s'intégrer et à s'imposer dans cet effectif du Brooklyn Nets. Et puis après, derrière, on pose la question sur la gestion, qu'est-ce que ça va être Cam Thomas, Nick Claxton? Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont être investis dans la saison qui arrive? Ils sont toujours dans les rumeurs de transfert et tout. Maintenant, avec un Cam Thomas ayant un si petit contrat, ça va intéresser les contenders en février. Donc à voir ce qu'ils vont réussir à prouver en cours de saison. Est-ce qu'ils vont perf? Et s'ils perf, ça risque de partir sûrement en cours de saison dans une autre équipe. Enfin, si on regarde pour les opposants à Brooklyn, c'est un des meilleurs match-ups de la saison en toute chose. Il y a tellement de faiblesses, de points faibles que l'on voit de suite sur l'effectif papier. Ça risque de pas se passer comme le début de saison dernière. Et défensivement, il risque d'y avoir quelques cartons que les Nets vont se prendre. Donc c'est vraiment un des match-ups à poser sans réfléchir, surtout sur l'arrière, au niveau des gardes, ou comme Thomas, derrière le poste de meneur et tout. Ça va être un spot où des joueurs forts vont vraiment scorer, se faire plaisir sur cette équipe des Brooklyn Nets. Et enfin, on se dirige, on pense, quand même sur une des pires équipes de la saison de la conférence Est. Vraiment, il y a beaucoup de choses. On est encore sur une phase de transition, encore des joueurs qui sont là, qui doivent partir. On va rentrer sur un nouveau cycle. Donc, de facto, ça fait des résultats plutôt bas, voire très bas. Donc, vraiment, pour nous, sur Sorare, c'est du pain béni. Match-up contre les Brooklyn Nets, égal, on pose les yeux fermés. Cette preview sur les Brooklyn Nets est maintenant finie. Alors, n'hésitez pas à partager, mettre un like et commenter pour nous envoyer de la force. Ce long marathon des previews Sorare NBA saison 2025-2026 va continuer. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!